Alors bonjour pour ce webinaire Accord de séparation, plus qu'un simple morceau de papier. Aujourd'hui, le webinaire va être présenté et animé par Gabrielle Beaulieu, avocate en droit de la famille. Cette présentation, avant tout, je dois mentionner, est préparée par Action ontarienne contre la violence faite aux femmes dans le cadre de la campagne Femmes ontariennes et droits de la famille. La campagne Femmes ontariennes et droits de la famille, c'est une campagne qui donne de l'information sur le droit des femmes et sur les choix que leur offre le droit de la famille en Ontario. Elle est offerte en 14 langues, dans des formats accessibles, imprimés ou en ligne sur www.undroitdelafamille.ca. Alors maintenant, je présente Gabrielle et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Comme on le sait, c'est une présentation sur les accords de séparation. Donc, les questions qui vont être abordées aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un accord de séparation? Donc, on va discuter de l'utilité de cet accord. Qu'est-ce qu'on doit inclure dans un accord de séparation? Les éléments de base et les points qui pourraient parfois être oubliés. Que faire en cas de dispute? Donc, une fois que l'accord de séparation a été mis sur pied, il se peut qu'il y ait encore des disputes. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Comment faire exécuter un accord de séparation? Donc, comment s'assurer que le morceau de papier qu'on a signé peut nous protéger? Finalement, comment faire invalider ou mettre de côté un accord de séparation? Donc, vous avez déjà signé l'accord, maintenant vous regrettez. Est-ce qu'il y a des chances de faire invalider ce beau morceau de papier? Donc, c'est ce qu'on va discuter. Puis finalement, je vais tenter de vous donner certaines ressources qui pourraient vous être utiles. Donc, qu'est-ce qu'un accord de séparation? Un accord de séparation, c'est un contrat légal réglant toutes les questions liées à votre séparation ou à votre divorce. Ça s'applique aux deux si vous étiez marié ou simplement conjoint de fait. Puis les questions qui vont être réglées, ça va souvent être primordialement la garde des enfants. Qui va garder la maison? Qui va garder la voiture? Qui va garder le chien? Tous ces autres biens qui peuvent avoir une valeur sentimentale ou financière aux parties. Il y a aussi la division des biens conjoints, donc la maison, mais il y a aussi si vous aviez des hypothèques ensemble, si vous aviez d'autres investissements. Puis aussi, est-ce que les biens qui sont appartenus individuellement doivent être divisés? Puis finalement, on va aussi discuter de la pension alimentaire pour enfants et aussi celle pour conjoints. Est-ce qu'un accord de séparation, c'est fait pour vous? Techniquement, toute personne qui passe par une séparation ou un divorce devrait considérer faire un accord de séparation. C'est pas nécessaire, puis certains vont dire « je veux mon divorce avant un accord de séparation », sauf que, en vérité, le divorce, c'est un morceau de papier qui vous dit que vous n'êtes plus marié. L'accord de séparation, c'est vraiment le morceau de papier qui va vous aider à régler toutes les autres questions reliées à votre séparation. Puis c'est le morceau de papier justement qui va vous permettre d'avancer puis d'entamer votre nouvelle vie. Si vous avez des enfants, un accord de séparation est presque nécessaire si vous voulez un divorce, parce que si vous voulez obtenir un divorce, la Cour va vouloir s'assurer qu'il y a un accord sur pied pour qui a la garde des enfants et qui va payer pour les enfants. Et s'il n'y a pas de paiement pour pension alimentaire, ils veulent s'assurer que les parties sont conscients qu'il pourrait y avoir une pension alimentaire et qu'ils y renoncent de plein gré. C'est aussi pour protéger vos enfants, puis je ne veux pas seulement dire protéger vos enfants parce que monsieur ou votre ancien conjointe va venir les prendre, sauf que sans accord de séparation, vous vous présentez à l'école, l'école applique techniquement le fait qu'il y a deux parents, ils ont la garde conjointe, ils peuvent les deux prendre des décisions. La garderie, c'est la même chose, les deux parents peuvent se présenter à la garderie pour ramasser les enfants. Si vous avez un accord de séparation, à ce moment-là, vous allez avoir quelque chose sur lequel vous pouvez vous baser pour dire non, c'est seulement moi qui viens chercher les enfants. Puis, un accord de séparation vous permet de rester en contrôle de la situation. Si vous allez en cours plus tard, puis je vais y revenir, vous donnez votre contrôle à une tierce partie, le juge. Puis ce juge-là, il vous connaît pas, il connaît pas votre ex-conjoint et il connaît surtout pas vos enfants. Donc, en préparant un accord de séparation, c'est vous qui décidez où vous voulez aller
avec les éléments importants de votre vie. Puis finalement, j'aime toujours dire à mes clients que l'accord de séparation donne un peu un pneu de secours. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous pouvez vous entendre, puis vous allez peut-être vous entendre pendant 5 ans, mais la journée que vous allez avoir un nouveau partenaire, que monsieur va se trouver une nouvelle blonde, qu'il va avoir des nouveaux enfants d'impliquer, peut-être que vous vous entendrez plus parce que vous allez vouloir passer votre Noël chez votre nouveau conjoint. Donc là, on va se disputer Noël. Donc je vous dis, c'est un pneu de secours parce que vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus si un jour vous vous entendez pas. Tant que vous vous entendez, oui, c'est un morceau de papier que vous pouvez respecter ou non. La journée que vous vous entendez plus, c'est là que c'est important et vous allez en avoir de besoin. Donc, qui peut faire un accord? Techniquement, n'importe qui. Un accord de séparation doit être signé devant des témoins de plus de 18 ans. Si vos enfants sont majeurs, je vous déconseille quand même de les utiliser à titre de témoin. Vous ne voulez pas utiliser vos enfants, les mettre dans le litige parce que veut pas, vous et votre ex, restez les parents de ces enfants-là. Donc, on veut les exclure le plus possible. Préférablement, on suggère que cet accord-là soit fait par un avocat. L'avocat va réduire les chances, justement, qu'un jour, l'accord soit invalidé pour X, Y raison, auquel on va venir plus tard. Puis, si vous décidez de ne pas aller voir un avocat, je vous suggère fortement d'aller obtenir un avis juridique. Donc, si c'est pas l'avocat qui rédige de A à Z, obtenez quand même un avis juridique parce qu'il va peut-être vous faire penser à des points que vous auriez oubliés. Puis au moins, vous allez être conscient des droits et de vos obligations. Vous pourriez avoir droit à une pension alimentaire pour conjoint. Vous dites non, j'en veux pas. Mais au moins, vous allez le savoir que vous y aviez droit avant d'y renoncer. Donc, en aucun cas, par exemple, il y a une femme qui veut faire son accord de séparation seule, elle a quand même le droit, ça va toujours tout aussi valide une fois qu'elle l'enregistre à la cour. Absolument, il va peut-être manquer des éléments mais oui, okay. C'est en autant que c'est signé devant témoin. Oui. Quels sont les bénéfices de faire un accord de séparation? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est la tranquillité d'esprit. De savoir que toutes les questions sont réglées, puis que dans 1 an, 6 mois, votre ex ne reviendra pas pour tenter de ravoir l'enfant, de plus payer une pension alimentaire, etc., etc. Encore une fois, je réitère que vous restez maître de la situation. Mm-hmm. Vous ne voulez pas mettre ce contrôle-là dans les mains de quelqu'un qui ne connaît pas votre famille. Vous évitez de dépenser votre temps et votre argent dans le système judiciaire. Engager des avocats pour se battre en cours, ça va vous coûter au moins une main. je blague, mais ça devient très dispendieux. Puis c'est beaucoup de temps. Je peux vous dire, on est en décembre présentement, puis je fixe des dates de cours pour mars. Wow. Donc, dans votre vie, c'est le présent. Vous voulez que ça se règle le plus rapidement possible. Puis là, votre avocat vous dit, on va être en cours au mois de mars pour une première comparution qui vous n'allez pas régler grand-chose. Donc... Est-ce qu'il y a des frais autres que les frais, par exemple, pour consultation, pour ton accord? Est-ce qu'il y a d'autres frais qui sont reliés pour l'accord de séparation, autres que l'avocat, par exemple, pour les heures de consultation? Donc, c'est une solution plus économique qu'aller à la cour. Oh, parce que dans le fond, tu consultes simplement un avocat pour revoir ton accord. Oui. Puis habituellement, je vais te dire que la majorité des bureaux avec lesquels on fait affaire vont accorder 1 heure. Donc, c'est le taux horaire de l'avocat pour 1 heure de révision pour réviser l'accord de séparation. Okay. Puis, si vous décidez de rédiger un accord de séparation, puis vous vous entendez sur la majorité des termes, la majorité des bureaux offrent un prix fixe. OK. Donc, pas trop de surprises. Tandis que si vous décidez d'aller à la cour... vous ne pouvez jamais savoir. Non, on ne peut jamais savoir. Puis, aucun avocat qui peut vraiment vous dire ça va vous coûter X montant. Puis, finalement, les bénéfices, c'est encore une fois, c'est que vous allez trouver des solutions probablement plus créatives et plus adaptées à vos besoins. Vous savez, vos activités. Vous savez si les enfants ont des problèmes d'apprentissage. Lorsqu'on se retrouve en cours, on n'est pas trop certain. Le juge va prendre la parole de un, la parole de l'autre, mais il n'y a pas de certitude. Comment s'assurer qu'un
accord est valide de base, il doit être daté, il doit être fait par écrit, donc pas d'accord verbal. Il y a plusieurs gens, ils s'entendent à l'oral comme ça, mais il faut le mettre par écrit. Puis, elle doit être signée par les deux parties, encore une fois devant un témoin de plus de 18 ans. Là, je veux juste faire, avant d'entamer trop les négociations de l'accord de séparation, je veux que vous soyez consciente. Si vous êtes victime de violences, que ce soit physique, sexuelle, verbale, psychologique, émotionnelle, financière, spirituelle, vous devez trouver la meilleure option pour vous. Négocier face à face avec votre ex, c'est peut-être pas la meilleure option. Comme j'ai mentionné, vous voulez rester en contrôle de la situation. Si vous vous sentez intimidé ou que vous perdez votre contrôle, ça vaut pas la peine. Vous êtes peut-être sorti de la relation justement parce que vous étiez victime de violence, puis vous voulez vous remettre sur pied. Il faut continuer d'être forte, puis opter pour la solution dans laquelle vous allez vous sentir le plus à l'aise, dans laquelle votre voix, votre opinion, puis vos besoins vont être entendus, puis pas abaissés ou diminués par votre texte ou tout simplement par la peur que vous allez ressentir. Donc, vous voulez opter pour la solution la plus durable. Donc, ça se peut que vous décidiez d'aller faire de la médiation dans des salles séparées où il y a un médiateur qui va changer de pièce à pièce afin que vous puissiez vous faire entendre puis que votre texte se fasse entendre aussi. Ou, dans les cas extrêmes, vous allez peut-être vouloir aller en cours. Ça va peut-être être plus coûteux, mais au moins, vous savez que votre intérêt va être écouté à la fin. Puis aujourd'hui, je crois aussi qu'on parle d'accord de séparation, mais pas nécessairement pour des cas des situations de violence conjugale. Donc, on parle vraiment d'une situation de conflit, de rupture de couple, mais c'est pas nécessairement, c'est pas des exemples qu'on va donner pour des femmes qui sont nécessairement dans des situations de violence conjugale. À ce moment-là, ça pourrait être des questions, si vous en avez, de nous les envoyer par la suite pour que nous, on puisse vous acheminer peut-être des réponses adaptées à ces situations-là, plus spécifiquement. Oui, parce que le reste de la présentation, je m'attends que vous avez pris la consigne que si vous êtes victime de violence, c'est peut-être pas la meilleure option pour vous. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on doit inclure dans un accord de séparation? En fait, tout ce que vous voulez qu'il soit réglé. Donc, arrêtez-vous et pensez à ce qui est important pour vous. Que ce soit vos enfants, comme j'ai dit, vos animaux, les finances, les biens que vous avez reçus en cadeau, la maison. Puis quand je parle de finances aussi, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai besoin là, pour arriver du mois au mois. Pour être capable de survivre, pour que mes enfants puissent survivre. Donc, c'est ça. Pensez à tout ce qui est important. Encore une fois, je vous conseille de vous renseigner sur vos droits et vos obligations. Il y a plein de sites en ligne, puis je vais donner les ressources plus tard pour avoir une base sur les éléments juridiques. C'est sûr que je vais vous dire, allez consulter un avocat. Je comprends que c'est pas pour tout le monde, mais essayez de vous informer le plus que possible. Finalement, un accord peut vous protéger, mais il peut aussi restreindre vos droits dans le futur. Puis c'est pour ça que je vous dis de vous informer le plus possible avant de signer quoi que ce soit. Donc, dans un accord de séparation, il faut inclure l'information de base. Il ne faut surtout pas l'oublier. Ça peut sembler anodin, mais il faut l'inclure. Donc, le nom des parties, la date de mariage ou de cohabitation, peu importe celle qui s'applique à vous, la date de séparation. Plusieurs personnes vont demander c'est quand la date de séparation. Techniquement, c'est la date qu'une des personnes dit à l'autre « c'est terminé ». Je veux mettre fin à la relation. Il se peut que vous continuez à demeurer dans la même maison. La date de séparation peut quand même être la journée que vous avez avisé l'autre que la relation était terminée. C'est à vous entendre sur une date de séparation. Vous devez aussi inclure le nom des enfants, leur date de naissance. Puis afin de rendre votre accord encore plus solide, c'est pas nécessaire, mais pour le rendre plus solide, on encourage souvent de mettre les sources de revenus des parties. Donc, vous êtes employé, vous êtes prestataire d'assistance sociale, du chômage, etc. On inclut la source du revenu, puis aussi le revenu annuel qui est souvent basé sur le rapport d'impôt de l'année
précédentes. Ce qu'on veut faire, c'est souvent prendre la ligne 150 du rapport d'impôt, mais faire attention, si votre ex ou vous-même êtes à votre propre compte, la ligne 150 n'est peut-être pas le revenu annuel. Puis finalement, je vais juste faire attention parce qu'il y a plusieurs gens qui m'arrivent, qui ont rédigé des accords de séparation, puis ils incluent une tierce partie. Donc, je donne un exemple. Papa, maman vous a fait un prêt au couple ensemble quand vous étiez ensemble pour acheter la maison. Là, dans l'accord de séparation, on écrit mon père et ma mère s'assurent ou sont d'accord de ne pas poursuivre mon ex, mais papa et maman ne vont pas signer cet accord de séparation-là. Donc, il faut le formuler que ce soit votre responsabilité. Vous pouvez prendre la responsabilité de la dette, mais dites pas qu'une tierce partie renonce à poursuivre X, Y, Z pour l'argent qu'il vous a prêté. Donc là, après qu'on a eu l'information de base, on suggère souvent de régler la question la plus importante, c'est les enfants. Donc, établir la garde et les droits de visite. La garde, c'est de déterminer qui prendra les décisions importantes. Donc, qui va s'occuper de prendre les décisions pour l'école, la santé, les activités parascolaires, la religion. Si vous êtes capable de communiquer, on suggère souvent que ce soit une garde conjointe. Si vous avez des problèmes de communication, il faut peut-être opter pour d'autres solutions. Soit qu'une personne prenne toutes les décisions ou encore qu'une personne prenne toutes les décisions pour l'éducation et la religion, puis l'autre pour la santé puis les activités parascolaires. Il y a différents modèles qui peuvent s'appliquer à vous. C'est à vous de trouver la meilleure option. Puis les droits de visite. À ce moment-là, c'est de déterminer où l'enfant résidera et quand. Donc, est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est lundi, mardi, mercredi avec un parent, jeudi, vendredi, samedi avec un autre? C'est vraiment de déterminer précisément. Puis la raison qu'on veut préciser, c'est que justement, si vous avez besoin de cet accord-là plus tard, si votre conjoint ne retourne pas les enfants quand il est supposé, à ce moment-là, à ce moment-là, vous allez avoir un morceau de papier que la police va pouvoir se baser dessus. Si vous n'avez pas d'accord à ce moment-là, la police va dire, ben, c'est le père, il n'y a rien que je peux faire, je peux pas aller prendre l'enfant, il est avec un de ses parents. Puis lorsqu'on détermine les droits de visite, je vous encourage aussi à déterminer toutes les vacances, les congés fériés, les journées des congés scolaires, pédagogiques, etc., les vacances d'été. Parce qu'encore une fois, vous pouvez vous entendre présentement, tout peut être beau, mais la journée que tout sera plus beau, vous allez avoir besoin d'un accord sur lequel vous basez. Est-ce que c'est nécessaire? Parfois, on va dans les accords, les lois qui vont être touchées par rapport à l'accord, que ce soit les lois par rapport aux enfants, ou est-ce que c'est nécessaire de les mettre sur l'accord au début? Des fois, on va voir ça. C'est pas nécessaire, c'est bon de les avoir. Okay. C'est juste parce que les parties reconnaissent souvent que c'est la loi de l'Ontario dans ce cas-ci qui s'applique. Mais si les parties sont d'accord sur la garde des droits de visite, c'est pas non plus une obligation. Non. OK. D'autres petits éléments que vous pouvez peut-être oublier d'inclure, mais qui sont importants, les droits pour les voyages. Est-ce que vous voulez que votre conjoint puisse voyager? Est-ce que vous voulez connaître l'itinéraire à l'avance? Il faut faire attention parce que j'ai beaucoup de clientes qu'ils viennent de certains pays. Leur pays d'origine est YZ. Puis, il n'y a pas d'entente de réciprocité. Donc, si vous ou votre ex décide de s'en aller dans ce pays-là, puis qu'il reste là, à ce moment-là, les autorités ne peuvent pas faire grand-chose pour reprendre l'enfant. Donc, c'est des choses qu'il faut prévoir. Il faut aussi... nous, on aime prévoir de s'assurer que ni un ni l'autre des parents peut changer le nom de l'enfant sans le consentement de l'autre ou une ordonnance de la cour. Pas changer l'enfant de résidence sans le consentement de l'autre. Vous ne voudriez pas qu'une journée, monsieur habite à Canada puis il décide de déménager à Orléans avec l'enfant. Ça peut être anodin aussi, mais les vêtements puis les jouets des enfants, est-ce qu'ils vont voyager d'une maison à l'autre? Puis ça, on ne le met pas dans tous nos accords, mais le plus de conflits
qu'il y a entre les parties, le plus on va justement encourager de préciser toutes ces petites choses-là. Tout à fait. Puis aussi, peut-être opter pour un carnet de communication. Si vous savez que la communication est difficile avec votre ex, ça peut être que lorsque vous échangez les enfants, il va y avoir un carnet de communication qui va dire ce qui s'est passé cette semaine, les rendez-vous qui s'en viennent, les activités parascolaires, etc. Puis là, une fois que toute la question de la garde, puis les droits de visite sont réglés, on passe à la pension alimentaire pour enfants. J'aimerais commencer par dire que c'est le droit de l'enfant d'avoir cette pension alimentaire-là. C'est pas votre droit. Donc, vous pouvez y renoncer, mais à tout moment, par la suite, vous avez le droit de retourner pour obtenir cette pension alimentaire-là. Parce que vous n'avez pas l'autorité d'enlever mes droits, de voter, de faire quoi que ce soit dans cette société-là. Vous n'avez pas le droit d'enlever les droits à vos enfants d'avoir la pension alimentaire. Donc, si vous refusez cette année, l'an prochain, vous pouvez décider d'aller pour la pension alimentaire comme la loi le prévoit. La loi le prévoit selon les lignes directrices fédérales. J'ai mis le lien, puis là, on va le voir à la prochaine diapo. C'est un exemple. Donc, les lignes directrices, vous pouvez voir en haut, on voit le nombre d'enfants, donc combien d'enfants vous avez, quel salaire vous faites, puis là, on détermine exactement la pension alimentaire payable. Donc, vous avez 2 enfants, monsieur fait 50 000, le paiement est de 753. Ça, c'est si un des parents a la pleine garde. Si c'est la garde partagée, à ce moment-là, on trouve le salaire de monsieur, le montant de monsieur, le montant de madame, puis on fait la soustraction. Oui. Donc, lorsqu'on détermine la pension alimentaire pour conjoint, dans l'accord de séparation, il faut s'assurer d'indiquer justement le montant qu'on vient de déterminer, qui est le payeur, et le moment auquel la somme sera versée. Donc, est-ce que c'est 2 fois par mois, 1 fois par mois, mais déterminer la date limite. C'est le 1er, c'est le 15. Si vous vous entendez encore, puis vous êtes correct à ce que monsieur vous paye le 3, puis c'était vraiment le 1, c'est correct. Mais la journée qui va arrêter de payer, vous allez vouloir quelque chose de concret. Donc, encore une fois, il faut déterminer le revenu du payeur. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on se base un peu sur la ligne 150, mais vous voulez peut-être consulter un avocat si vous ou votre ex-conjoint étiez à votre propre compte. On veut aussi déterminer une révision. Donc, quand est-ce que la pension alimentaire pour enfants est révisible? Nous, on suggère que ce soit à chaque année, souvent au mois de juin, parce que justement, le rapport d'impôt a déjà été, été déposé, puis l'Agence du revenu a envoyé les avis de cotisation confirmant le revenu. Vous devez aussi considérer si vous voulez une clause pour le Bureau des obligations familiales. Le Bureau des obligations familiales, c'est un bureau qui est subventionné par le gouvernement de l'Ontario. Puis c'est lui qui s'assure à ce que les paiements soient faits puis versés dans votre compte de banque. Donc c'est lui qui va achaler votre ex pour obtenir l'argent puis que l'argent vous soit déposé. Vous pouvez inclure une clause qui dit que le Bureau des obligations familiales s'implique maintenant, ou vous pouvez dire si votre ex manque un certain nombre de paiements, à ce moment-là, le Bureau des obligations familiales peut s'impliquer. Je vous suggère fortement d'avoir au moins la deuxième option dans votre accord de séparation. Comme je vous dis, c'est votre pneu de secours. Puis pour faire enregistrer l'accord pour que le bureau prenne en charge finalement la pension alimentaire, c'est quoi le processus? On va y arriver, mais il faut faire exécuter l'ordonnance à travers la Cour, puis la Cour va avoir une obligation de le déposer au Bureau des obligations familiales. Puis finalement, dans la pension alimentaire, on adresse toujours la question des dépenses spéciales et extraordinaires. Les dépenses spéciales et extraordinaires, c'est une autre catégorie. Donc, c'est les frais postsecondaires, c'est les activités parascolaires, c'est les frais de garde, les frais médicaux et dentaires. Puis, si vos enfants ont des besoins spéciaux à l'école, si votre enfant est dyslexique puis a besoin d'un ordinateur spécial, ces frais-là, c'est une dépense spéciale extra. Par la suite, je vais discuter de la pension alimentaire pour conjoint.
Comme vous avez pu voir pour la pension alimentaire pour enfants, c'est très évident, il y a des lignes directrices, on fait tel montant, on a tant d'enfants, on a déterminé la pension alimentaire pour enfants. Pour conjoint, il faut voir si on y a droit. Puis, si on y a droit, à ce moment-là, c'est de déterminer le montant, ou les conjoints vont parfois décider de renoncer complètement pour le futur. Même si la pension n'est pas payable maintenant, puis vous ne renoncez pas, ça ne veut pas dire que vous n'irez pas plus tard pour une pension alimentaire pour conjoint. Si vous renoncez, par contre, c'est fini. Vous y renoncez à vie. Comment savoir si vous avez droit à une pension alimentaire pour conjoint? C'est quand même assez complexe, mais les facteurs qu'on utilise, c'est de savoir les revenus des parties. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un écart entre les revenus? La durée de la relation. Donc, si vous avez été ensemble 23, 24 ans, une pension alimentaire est presque garantie, encore compte tenu des revenus des parties. Le rôle des parties dans la relation, donc est-ce que quelqu'un a arrêté sa carrière pour prendre soin des enfants, pour prendre soin d'un parent? Est-ce que quelqu'un est tombé malade? C'est des choses qu'on va prendre en considération. Puis on va aussi considérer l'âge des parties, puis la capacité de subvenir à ses besoins. Donc, je peux vous dire, j'ai un cas où ils ont été mariés 24 ans. Madame a 50 ans, elle a un emploi à salaire minimum. Et monsieur dit, pourquoi que tu ne trouves pas un autre emploi? Mais à 50 ans, c'est dur de refaire sa carrière. On ne va pas retourner sur les bancs d'école pour devenir comptable ou avocat. Donc, c'est des choses que la Cour va prendre en considération. Lorsqu'on a déterminé que oui, il y a un paiement de pension alimentaire qui est payable, il faut déterminer est-ce que ça va être sur une certaine fréquence ou si ça va être un paiement, un lump sum qu'on appelle en anglais. S'il y a plusieurs paiements, vous devez être conscient que la pension alimentaire pour conjoint devient imposable et déductible d'impôt. Donc, c'est imposable pour le récipiendaire, puis déductible d'impôt pour le payeur. S'il y a plusieurs paiements, encore une fois, il faut déterminer quand est-ce que c'est payable. Est-ce que c'est le premier du mois? Est-ce que c'est une fois ou 3 mois? C'est à vous de déterminer, mais vous devez le spécifier. Puis, on va vous encourager encore une fois à mettre une clause pour le Bureau des obligations familiales au cas où il y aurait défaut de paiement. Puis là, on arrive à la division des biens familiaux nets lorsqu'on est marié. Parce que la loi en Ontario est différente pour les couples mariés puis les couples qui sont conjoints de fait. Donc, lorsque les couples sont mariés, la loi stipule qu'on devrait diviser les biens acquis durant le mariage également. L'analogie que j'aime souvent utiliser avec mes clients, c'est tout ce qui a été accumulé durant le mariage, les dettes, les biens, on le met tout dans un pot, on prend le pot, puis on le divise également. Ceci étant dit, je veux juste clarifier, si vous avez juste des dettes, les montants sont zéro. La loi stipule pas qu'on va aller moins 25 000, moins 50 000. Donc, on arrive à zéro. Donc, les dettes qui sont en votre nom, les dettes qui sont au nom de monsieur, ça devient un peu plus difficile de diviser. Donc là, sur la prochaine diapo, j'ai essayé de démontrer justement comment le calcul était fait. Donc, on a la colonne de monsieur, on a la colonne de madame. Le DM, c'est la date du mariage. Donc, c'est la valeur que vous aviez à la date du mariage. Donc là, j'ai mis que monsieur est encore aux études, il valait 0. Il n'y avait que des dettes. Puis madame, à la date du mariage, elle valait 50 000. Elle avait déjà commencé son emploi, un fonds de pension était mis sur pied. Là, durant le mariage, les parties ont eu la maison, la pension, les dettes. Madame, elle a eu des REER, elle a eu une voiture. Donc, à la date de séparation, monsieur vaut maintenant 400 000, puis madame vaut 500 000. Donc là, il faut prendre en considération que madame avait une valeur à la date du mariage. Donc, on va faire 500 000 moins les 50 000. Donc, à la date de séparation, vraiment, ce qu'elle a accumulé durant le mariage, c'est 450 000. Puis, monsieur, lui, a accumulé 400 000. Donc, on va faire 450 000 moins 400 000.
qui donne 50 000. Puis là, on va le diviser par 2. Donc, madame doit payer à monsieur 25 000 comme paiement égalisateur. Puis là, j'arrive à la division des biens lorsqu'on est conjoint de fait. La loi stipule, lorsqu'on est conjoint de fait, que ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Ceci étant dit, si vous vous entendez bien, vous allez peut-être reconnaître que chacun a investi également dans leur relation, puis vous allez diviser les biens autrement. Puis, ceci étant dit aussi, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi, il peut quand même y avoir des droits d'aller chercher certains biens. Souvent, ce qui arrive, c'est la maison était au nom d'une personne, puis l'autre partenaire a quand même contribué à l'hypothèque, il a quand même contribué aux dépenses de tous les jours, l'hydro, le téléphone, l'électricité, le gaz, etc. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle en droit, c'est un enrichissement sans cause. Donc, l'autre personne s'est enrichie à votre compte puisque vous contribuez à la maison, puis là, lui a toute la valeur de la maison. Donc, il y a peut-être des réclamations à faire. Ça, je vous encourage fortement de consulter un avocat pour voir si vous avez des droits sur les biens dont votre nom n'apparaît pas. Puis aussi, dans cette section-là, si vous viviez comme un couple marié, si toutes vos finances étaient combinées, si vous preniez des voyages avec le compte conjoint, vous avez fait des investissements conjointement aussi, à ce moment-là, la Cour va peut-être décider d'appliquer le régime des couples mariés dans votre dossier. Donc, lorsqu'on divise les biens, c'est de mettre le plus de détails possible sur ces biens-là. Donc, vous voulez insérer les comptes bancaires, les fonds de pension, les investissements, les voitures, les dettes, la maison, puis vous voulez mettre les numéros des comptes bancaires, l'institution dans laquelle ils sont. Pour la voiture, vous voulez inclure le modèle, l'année, l'adresse de la maison, puis finalement la valeur de ces biens-là. Vous voulez aussi inclure qui gardera le bien, puis s'il va y avoir compensation pour l'autre si une personne le garde complètement. J'ai mis la maison familiale sur un autre diapo parce que je sais que c'est un élément très important pour plusieurs. C'est un lien d'attachement. Plusieurs veulent la garder pour les enfants. Il y a 3 options quand on arrive à la maison familiale. Soit que le conjoint garde la maison puis paie la part de la conjointe. La conjointe peut faire pareillement. Ou finalement, on met la maison à vendre. Si un des conjoints, soit le conjoint ou la conjointe, désire garder la maison, il va falloir trouver une valeur à la maison pour déterminer la part de la personne qui quitte. Si vous allez en cours, la cour va vouloir que vous ayez une évaluation d'un évaluateur certifié. Je peux vous dire, ça coûte environ 500 $. Nous, ce qu'on suggère souvent, surtout si c'est pour fin de négociation, c'est appeler 2 agents immobiliers différents, puis demandez-leur d'évaluer parce que vous voulez la vendre. Dites pas que vous voulez juste une évaluation pour avoir l'évaluation parce qu'ils ne voudront rien savoir. Mais dites que vous êtes en instance de séparation, puis que vous aimeriez une évaluation de la maison pour la mettre à vendre. Puis à ce moment-là, vous faites la moyenne des 2 évaluations. C'est habituellement très proche de ce qu'un évaluateur certifié vous donnerait aussi. Sur mon truc. Donc là, je vais parler de la divulgation financière. J'ai mentionné tout à l'heure de mettre le plus de détails possible, mais c'est aussi de connaître la divulgation financière de l'autre, des 2 côtés. Donc, on veut que vous divulguiez tous les comptes de banque que vous avez, tous les investissements, toutes les dettes que vous avez, et la même chose de l'autre côté, parce que c'est un point qui pourrait faire invalider un accord de séparation dans le futur, parce que c'est pas, si j'avais su qu'il y avait 1 million de dollars d'investissement, j'aurais pas signé cet accord-là. Ça veut pas dire que c'est 1 million de dollars, mais cacher ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas pourrait faire invalider l'accord. Maintenant, la résolution de conflit. Donc là, on arrive, on a signé l'accord, on s'entend. 2 ans plus tard, on s'entend plus.
On s'entend plus sur la pension alimentaire pour conjoint. On s'entend plus sur la pension alimentaire pour enfants. On s'entend plus sur la garde. Peu importe, faut trouver une façon de résoudre le conflit d'une façon efficace parce que c'est possible que ça va arriver. Donc, quand vous rédigez votre accord, vous voulez inscrire les lignes directrices. Donc, premièrement, on va tenter de faire ça. Deuxièmement, on va tenter de faire ça. Nous, ce qu'on suggère souvent à nos clients, c'est justement que on va commencer par tenter de négocier. Donc, la personne qui désire faire un changement va le faire par écrit, va tenter de négocier. Si, après 30 jours, 60 jours, c'est à vous de déterminer, vous êtes incapable de vous entendre, à ce moment-là, vous allez peut-être aller voir un médiateur. Vous pouvez déterminer le médiateur à l'avance. Donc, si un médiateur vous a aidé à rédiger votre accord de séparation, vous pourriez décider de garder le même médiateur si un jour il y a un conflit. Vous pouvez aussi dire que vous allez consulter un arbitre. Un arbitre, c'est entre un médiateur et un juge. Ils vont entendre ce que vous avez à dire. C'est souvent un avocat d'expérience. Puis, c'est lui qui va rendre la décision. Donc, c'est pas un juge. Ça va peut-être vous coûter un peu moins cher, mais ça va être beaucoup plus vite que d'aller en cours, surtout si c'est une petite question. Puis, finalement, votre dernière option, ce serait d'avoir recours à la cour. Si c'est une question de déménagement, qu'une des parties veut déménager, ça va peut-être finir en cours si vous êtes incapable de vous entendre au préalable. Donc, c'est ça, de spécifier comment les modifications vont être faites. Donc, une fois que vous vous êtes entendu, si c'est au niveau de la négociation ou de la médiation, comment est-ce que on va rédiger le tout. Donc, habituellement, on va dire de mettre les modifications, encore une fois, par écrit, signé devant témoin. Donc, là, j'arrive à ta question, comment faire exécuter un accord de séparation? Puis, c'est souvent pour le Bureau des obligations familiales qu'on veut faire exécuter. Ou encore, si vous pensez devoir appeler la police parce que c'est un cas très conflictuel, vous voulez probablement faire exécuter votre accord de séparation par la cour. C'est très, très simple. C'est le formulaire 26B, puis à la fin, mes ressources additionnelles, j'ai mis la liste des formulaires, où aller chercher ces formulaires-là. Puis, c'est vraiment de déposer un affidavit qui dit que oui, c'est l'accord de séparation qui a été signé à la cour. L'autre partie n'a pas besoin de signer nécessairement. Puis, vous l'envoyez à la cour, vous n'avez pas besoin de vous présenter devant un juge. Puis, en dedans de 30-60 jours, ils vont vous le retourner avec le sceau étampé. Donc, justement, s'il y a défaut de paiement, à ce moment-là, vous voulez faire exécuter l'accord à la cour pour l'envoyer au Bureau des obligations familiales. Une fois que vous allez l'envoyer au Bureau des obligations familiales, on va vous demander beaucoup d'informations sur le payeur. Le plus de détails, le mieux. Donc, on va vous demander son nom, on va vous demander peut-être la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, sa hauteur, où il travaille. C'est aussi si vous avez son numéro d'assurance sociale. Ceci étant dit, s'il vous manque un de ces renseignements-là, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas pouvoir vous aider. C'est juste qu'eux veulent avoir le plus d'informations possible pour pouvoir le retracer. Finalement, c'est ça, le Bureau des obligations familiales, eux, ils vont pouvoir saisir le revenu à la source, donc de l'employeur. C'est pour ça souvent on va vous demander si vous connaissez l'employeur de la personne. S'il est à son compte, qui est le cas dans certains dossiers, le Bureau des obligations familiales vont pouvoir faire des hypothèques sur des biens. Ils vont aussi pouvoir prendre le retour d'impôt si la personne reçoit de l'impôt à la fin de l'année. Puis, ils peuvent aussi suspendre le permis de conduire. Puis souvent, ça va faire réveiller les gens. S'ils reçoivent une note disant « Vous n'avez plus de permis de conduire », ils vont tenter de vous payer ou de faire une entente. Puis là, je ne l'ai pas indiqué, mais ils peuvent aussi empêcher la personne de voyager. Donc, si quelqu'un se présente à la frontière, il va y avoir un avertissement qui dit que cette personne-là est recherchée pour payer. Puis finalement, je vais seulement dire, si vous faites affaire avec le Bureau des obligations familiales, malheureusement, c'est une organisation
c'est administratif, ça peut prendre quelques mois avant que vous recevez le paiement. Vous avez probablement besoin de cet argent-là maintenant, donc je veux juste que vous soyez conscient que ça peut prendre quelques mois, puis vous n'aurez pas l'argent automatiquement, mais ils vont s'assurer que vous soyez payé dès la date où il y a eu défaut de paiement. C'est juste ça va prendre quelques mois avant que vous ayez votre argent. Comment faire invalider ou mettre de côté un accord de séparation? Donc là, vous l'avez signé, mais vous regrettez. Justement, vous aviez droit à une pension alimentaire pour conjoint. Vous faites 20 000 par année. Votre ex fait 80, 100 000 par année. Vous vous sentiez mal pour, je ne sais pas quelle raison, mais vous vous sentiez mal. Vous avez décidé de renoncer à vos droits pour la pension alimentaire pour conjoint. Vous voulez mettre de côté l'accord de séparation. Un accord de séparation, c'est difficile à faire mettre de côté, mais il y a des raisons pour lesquelles ils vont le permettre. Donc, comme je l'ai mentionné, s'il y a un des parties qui n'a pas divulgué entièrement ses biens et ses dettes, ça peut être une raison de faire invalider. Si une partie ne comprenait pas bien ses obligations et ses droits, ça peut être une autre raison de faire invalider, et c'est la raison pour laquelle j'encourage d'aller voir, d'avoir un avis juridique indépendant, même si ce n'est pas un avocat qui rédige votre accord de séparation. Puis c'est là j'arrive, l'importance d'un avis juridique indépendant. L'avis juridique indépendant, c'est bon pour les deux parties. Si vous en obtenez une, encouragez votre ex à en obtenir une aussi, parce que justement, vous pouvez connaître vos droits et obligations, mais lui, il les connaîtra peut-être pas. Puis c'est peut-être ça qui va faire invalider l'accord. Puis c'est ça, sans avis juridique indépendant, il y a toujours un risque de faire invalider l'accord, parce qu'un juge pourrait dire, ben, il n'était pas 100% sûr de ce qu'il signait. Puis, si je t'interromps, ça doit être assez difficile de prouver, par exemple, si un des parties ne comprenait pas ses droits, pour pouvoir ramener ça. Est-ce que tu dois documenter par des preuves? Est-ce que tu dois... Comment tu peux présenter ça à la cour, par exemple? De démontrer que tu n'étais pas conscient. Ouais. Le fait que tu n'as pas eu d'avis juridique indépendant, mais ça va être d'autres facteurs. Okay. La cour va justement regarder, puis c'est là où je voulais en venir, si c'est complètement déraisonnable. Okay. Justement, lorsque je dis que la personne, c'est ça, si la personne fait 20 000 puis l'autre fait 100 000, un juge va dire c'est pas correct, là. Il y en a un dans la rue puis l'autre qui vit dans le luxe. Okay. Mais c'est ça, il faut démontrer que toutes ces... Il faut ressortir les éléments de l'accord qui semblent un peu dérisoires pour pouvoir démontrer, par exemple, cet exemple-là. Oui, définitivement. Puis la cour aussi pourrait, une des autres raisons, c'est d'avoir été forcé à signer. Puis c'est ça, des fois, suite à une séparation, c'est très émotionnel. Il y en a qui se sentent coupables, il y en a d'autres qui veulent régler ça au plus vite, juste pour en mettre fin, puis force l'autre à régler. Forcer l'autre à régler, c'est pas nécessairement dans votre meilleur intérêt, justement, parce que si on est capable de démontrer, puis la question, c'est toujours d'être capable de le démontrer. Puis si on est capable de démontrer qu'on s'est senti forcé à ce moment-là... Ils vont prendre en considération. Ah oui, définitivement. Mais c'est ça, aussitôt que vous allez voir un avocat, ça réduit les chances de pouvoir faire invalider l'accord. Puis s'il y a fraude, c'est que justement, on n'a pas mis toutes les cartes sur la table, qu'on a menti. Lorsqu'on a rédigé l'accord, ça peut être une autre raison de faire invalider. Mais là, je l'ai mis en gros, il faut pouvoir le démontrer. C'est pas toujours évident. Puis là, finalement, je voulais juste discuter d'autres types de contrats. Puis c'est pas juste pour vendre ma salade. Mais là, vous venez de passer à travers une séparation, surtout si vous écoutez le webinaire, c'est que ça vous intéresse. Vous allez peut-être trouver quelqu'un avec qui vous allez vouloir faire vie commune. Donc, vous pouvez mettre sur place un contrat de cohabitation ou un contrat de mariage. Ça peut être signé avant que vous commenciez la cohabitation ou avant le mariage, ou ça peut être signé après que la cohabitation ait commencé ou après que le mariage ait commencé. Ceci étant dit, comme je viens de dire, on ne veut pas invalider quelque chose parce qu'on s'est senti forcé de signer.
Donc, un contrat de mariage, je vous suggère pas de le signer 1-2 semaines avant le mariage parce qu'avec tout le temps et l'argent qui a été investi, souvent les gens vont se sentir forcés de signer, puis ça peut facilement faire invalider. Mais les contrats de cohabitation puis de mariage, vraiment l'idée c'est de mettre sur papier la gestion des finances durant la relation puis pour prévoir en cas de séparation. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui trouvent que c'est malsain ou c'est s'attirer le malheur de faire un contrat de cohabitation ou de mariage. Sauf que souvent, ce que je dis à mes amis, 2 choses. Je dis souvent que justement, si vous êtes capable de vous asseoir avec votre nouveau partenaire, puis de discuter de toutes ces choses-là, même si vous ne le mettez pas sur papier, les chances sont que vous avez une bonne communication, puis que vous allez être capable de passer à travers la séparation plus facilement. Donc, même si vous ne signez pas, tentez d'aborder ces questions-là avec votre nouveau conjoint. Puis, c'est aussi, vous pouvez être 2 personnes terre à terre, mais là, vous venez de vivre une séparation, je suis sûre que vous avez ressenti des émotions. Lorsqu'il y a de la trahison, de la haine, souvent, il y a un élément de vengeance, puis c'est là où les choses peuvent aller au pire. Donc, au moins, si vous avez un contrat de cohabitation ou de mariage, ça peut essayer de mitiger le tout. La seule chose que je vais dire, par exemple, il y en a qui m'arrivent, ils veulent faire un contrat de cohabitation ou de mariage pour les enfants. Ça ne peut pas être fait au préalable. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne peut pas déterminer la garde des enfants, justement parce que une personne pourrait avoir des problèmes de santé plus tard. On ne peut surtout pas déterminer la pension alimentaire pour enfants parce qu'on ne connaît pas les revenus si un jour vous vous séparez. J'ai ajouté des ressources disponibles pour vous. Donc, il y a l'aide juridique. L'aide juridique vient de commencer à offrir des 10 heures justement pour rédiger des accords de séparation. Donc, si vous êtes éligible à l'aide juridique, je vous conseille de les consulter, même si c'est juste pour rédiger un accord de séparation. Puis, il offre aussi de très bons services de médiation. Donc, si vous voulez justement en arriver à votre accord de séparation, je vous encourage à aller visiter le site. J'ai mis le site du Bureau des obligations familiales, donc justement pour connaître un peu plus le processus si vous voulez obtenir paiement. J'ai aussi mis le site de JusticeNet. JusticeNet, c'est une organisation. Là, je suis désolée, le site est en anglais, il n'y avait pas de lien français. Mais c'est un réseau d'avocats qui offre leurs services sur une échelle salariale. Donc, si votre revenu est moins élevé, l'avocat va vous charger un peu moins que son taux horaire habituel. Je vous ai aussi mis les services à la famille Ottawa. Eux vont offrir des services de visite supervisée. Donc, si vous voulez que votre conjoint ou peu importe soit supervisé lors des visites, eux peuvent faciliter le tout. Puis, il offre aussi de la thérapie suite à une séparation. Il y a plusieurs services. Ça vaut la peine de voir le site. J'ai mis les formulaires en droit de la famille. Ça, justement, c'est les formulaires de cours. Donc, le 26B dont je faisais référence tout à l'heure. Tous les formulaires que vous avez besoin pour commencer une action en justice en droit de la famille sont là. J'ai mis droit familial à la carte. C'est le cabinet pour lequel je travaille. On a un outil. Donc, lorsque vous allez sur notre site, il y a le côté pour les avocats, mais on offre aussi un côté justement pour ceux qui veulent se représenter eux-mêmes. Puis il y a une boîte à outils avec plein d'informations gratuites pour quiconque veut les lire, justement sur toutes les questions juridiques en droit de la famille. J'ai mis le Family Wizard. Le Family Wizard, c'est un logiciel justement de communication. Donc, j'ai parlé d'un carnet de communication plus tôt. C'est un carnet de communication en ligne. Il y a un calendrier, donc vous pouvez vous échanger les rendez-vous importants, les activités, sans nécessairement devoir appeler l'autre. Puis, je suis pas mal certaine qu'il y a une notification instantanée à l'autre partie lorsque vous communiquez là-dessus. L'avantage aussi, c'est que tout est enregistré. Donc, si un jour il y a un conflit, les communications vont pouvoir être imprimées et présentées comme preuve. Je ne suggère pas nécessairement dans tous les dossiers,
mais les dossiers à haut conflit, je vous suggère d'aller visiter le site. Puis, c'est ça, c'est un frais de 100 $ par année, mais il y a aussi un programme de bourse où vous pouvez demander d'avoir le logiciel gratuitement, mais vous devez remplir un formulaire. Je te remercie beaucoup, Gabrielle. Ça a été de l'information vraiment pertinente pour les intervenants. Je crois qu'ils vont intervenir avec les femmes. Puis pour les femmes qui vont visiter le site undroitdelafamille.ca. Donc, ça va être dans la rubrique webinaire. Puis on va le mettre tout prochainement en ligne. Donc, merci beaucoup. Merci.